Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre participation à ce webinaire by Valumen. Ce soir, nous aurons l'occasion de pouvoir échanger avec Samy. Bonsoir Samy. Bonsoir. Et pour comprendre la nouvelle réglementation sur la décarbonation des entreprises qui touche aujourd'hui toutes les entreprises, de la TPE jusqu'au grand groupe. Donc, c'est quelque chose de très important. Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est un peu de... bonsoir Marie-Béatrice, bonsoir Dominique, bonsoir à toutes. Bonsoir Patrick, merci de vous être connectés. Bonsoir Jean-Paul. Et voilà, donc ce que je vous propose, avec les petits aléas que nous avons eus, et maintenant on peut démarrer. Donc ce que je vous propose, c'est d'avoir un petit peu l'environnement. Donc pour le live stream, si vous avez des questions, en bas à droite, vous avez l'onglet questions. Je vous propose de poser toutes vos questions et Samy et moi-même, nous aurons l'occasion de pouvoir y répondre. Et puis, dans le chat, vous pouvez converser entre vous sans aucun problème. Dans un premier temps, alors moi, je vais me présenter. Donc, je vais animer ce webinaire avec Samy. Donc, je suis directeur de mission au sein du cabinet Valumen. Moi, j'ai évolué dans des grands groupes industriels en tant que directeur de business unit pour la création et le développement. Et aujourd'hui, j'ai rejoint Valumen en tant que directeur de mission pour la practice industrie, pour accompagner les dirigeants dans leur démarche de transformation et de changement. J'ai l'honneur et le privilège de recevoir Samy aujourd'hui. Samy, je te laisse te présenter. Bon, je vais faire assez rapidement. Donc, je suis de formation ingénieur. J'ai essentiellement fait ma carrière en 2 temps. Une première carrière de consultant en stratégie et organisation dans des cabinets comme Atlee Kearney, Deloitte et Touche Braxton. Et ensuite, j'ai créé de nombreuses sociétés à l'international. Aujourd'hui, j'ai démarré une activité dans le domaine du climat, qui est un sujet qui me tient à cœur. Et donc, je suis très content de le partager avec vous. Merci Samy. Pour commencer, je vais vous présenter rapidement Valumen. Pour un certain nombre d'entre vous, vous connaissez notre cabinet qui a été créé par Nicolas Doucerin en mars 2020. Valumen, c'est la fusion de 2 termes anglais, value et men, valeur et l'humain. Dans la création de Valumen, Nicolas a souhaité vraiment avoir une équipe énergique et puis il partage une valeur commune que nous partageons tous, c'est-à-dire l'humain. C'est la garantie pour accompagner nos clients et d'avoir le partenaire de référence. Aujourd'hui, Valumen aujourd'hui, on vous propose 3 offres. Une offre de management de transition qui est une part non négligeable aujourd'hui au sein du cabinet. Nous avons environ 45 à 50 managers en mission actuellement. Nous accompagnons également nos clients dans l'executive search pour les accompagner dans le recrutement de dirigeants. Et dans la suite également, nous animons et nous conseillons les directions générales lors de séminaires. Donc, on les accompagne sur ces phases de transformation. Aujourd'hui, Valumen est présente dans beaucoup de régions, principalement aujourd'hui avec la création de Valumen en Île-de-France, mais également dans la région Ouest, qui prend une part non négligeable. Et depuis un petit moment, nous accompagnons également nos clients en région Hauts-de-France et en région Méditerranée. Et on continue notre développement dans l'ensemble du territoire français. Aujourd'hui, nous avons aussi nos partenaires. On travaille avec Openwork, une société de portage salarial, pour accompagner également et aider nos managers de transition. Nous avons également comme partenaire le cabinet conseil Sitwell, spécialisé au niveau de la supply chain. Et puis, un autre cabinet, Zalis, qui est plutôt spécialisé dans la mutation des entreprises. Donc, nous avons ces 3 partenaires aujourd'hui. Et également, Valumen est engagé dans des associations.
des associations de type portées sur la santé, comme l'Institut Imagine, où nous les accompagnons dans leurs projets. Également avec Julien Renaud, qui est un grand sportif. Il a culminé des monts au niveau de l'Himalaya à plus de 8000 mètres. C'est un ultra-trailer également. Nous accompagnons également Second Souffle pour les jeunes entrepreneurs, des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et puis, avec l'initiative de la RSE, nous accompagnons également, nous sommes partenaires également avec eux. Voilà, donc aujourd'hui, merci à Samy de pouvoir présenter la décarbonation des entreprises, la nouvelle réglementation. Et merci Samy de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Je te laisse la parole. Et ce que je vous propose également, c'est que on répondra à vos questions à chaque chapitre. Samy ? Oui, merci Serge. Alors, je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Tout le monde a été plus ou moins été en relation avec des problématiques climatiques. Aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est le constat que je fais que aujourd'hui, même la réglementation va avoir des impacts sur l'ensemble des sociétés, quelle que soit leur taille et quel que soit leur lieu de domiciliation. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord de vous montrer que ce changement climatique, c'est une affaire de tous, de vous montrer que les petites entreprises, les TPE, les PME sont aussi concernées, vous décrire ce que c'est qu'une démarche de transition durable, qu'est-ce que vous pouvez faire et quelles sont les aides qu'on pourrait apporter aux PME, puisqu'il y a de nombreuses aides financières qui sont faites par l'ADEME et la BPI pour pouvoir avancer pour ceux qui souhaitent mettre en place une démarche durable. Alors, une affaire de tous, imaginez la planète avec une chambre à air autour de la planète. Il y a ce qu'on appelle le budget carbone. Si on décide ensemble que le budget carbone est de 2700 gigatonnes, ça veut dire qu'on accepte que la température de la planète augmente de 1,5 degré. Si le budget est de 3300 gigatonnes, on accepte qu'on va avoir une augmentation de plus de degrés, etc., etc. En fait, la quantité de carbone que chaque entreprise dégage se cumule, elle ne disparaît pas. Elle disparaît un petit peu avec la forêt amazonienne, etc., mais globalement, elle augmente. Si on regarde dans le temps, en 1800, il n'y avait quasiment pas de CO2 dans l'atmosphère. En 1986, ça a commencé à remplir la chambre à air. Et aujourd'hui, sur 2700 gigatonnes, il reste 300 gigatonnes de budget. Sachant qu'on consomme à peu près 35 gigatonnes de CO2 par an, il nous reste à peu près 9 ans avant qu'on dépasse la limite de 1,5 degré Celsius. Voilà. Donc, juste pour vous donner une idée, ce que dit le GIEC, c'est que si on ne fait rien, à l'horizon 2100, en valeur médiane, on aura une augmentation de température de 3,2 degrés C. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité de la disparition totale de la banquise est 10 fois supérieure si la température sur Terre aurait augmenté de 2 degrés au lieu de 1,5 degré. Pour les feux de forêt, on va avoir 2 fois plus de feux de forêt en Méditerranée. Donc, pour moi, et j'espère, enfin en tout cas ce que j'aimerais passer comme message, c'est que c'est vraiment une affaire de tous et chacun à son niveau a son rôle à jouer. Voilà. Est-ce que par rapport à ces 3 premiers slides, est-ce que cette idée de budget carbone, qui est quelque chose de très, très important, est-ce que c'est quelque chose qui vous pose encore des questions ou est-ce que vous êtes tous en accord avec ce point-là? N'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions. Oui, moi j'ai une question, Samy. Aujourd'hui, de plus en plus les États sont concernés, on est tous concernés comme tu le dis. Si on commence à faire des actions aujourd'hui, est-ce que ça va réduire considérablement l'impact d'ici 10 ans ou est-ce que l'impact va diminuer, mais est-ce qu'aujourd'hui, cet impact aura une conséquence non négligeable dans quelques années, Bon, avec l'action que l'on mène aujourd'hui qui est, on va dire, rapide et lente en même temps, puisque ce n'est pas simple de tout changer. Il y a un sujet que je ne vais pas aborder ici en détail, c'est ce qu'on appelle les trajectoires. Donc,
la taxonomie européenne, la stratégie nationale bas carbone de la France définit des trajectoires secteur par secteur. C'est-à-dire qu'on a un objectif du budget carbone. Et l'objectif, c'est qu'au final, on arrive à un net zéro en 2050 pour l'Europe, pour toutes les activités en Europe. Donc, pour répondre à ta question, c'est en fonction de l'effort que tout le monde va faire ensemble, secteur par secteur, est-ce qu'on va atteindre cette neutralité et cette trajectoire On n'en sait rien. En fait, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des gens qui commencent à aller vers les 1,75. Je crois que dans le rapport extra-financier de L'Oréal, ils ont commencé à citer 1,75. Il y en a beaucoup qui parlent de 2. Donc, de toute façon, si on ne fait pas d'effort, on va aller à 3, on va aller à 4. Hein. Donc, ce qui compte, c'est que c'est une affaire de tous et qu'on doit tous ensemble essayer de diminuer pour que le bilan global soit le moins difficile pour nous, pour nos enfants. Voilà. D'accord. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de plus en plus de feux de forêt et enfin, voilà, ça commence à devenir un peu dramatique. Alors, quelles sont les contraintes que les grandes entreprises ont aujourd'hui? D'abord, il y a la réglementation. On ne va pas rentrer dans la réglementation aujourd'hui, mais de plus en plus, les grandes entreprises ont des contraintes, une réglementation contraignante. La concurrence se met en place. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise que votre concurrent se met au vert, il a plus de chances de gagner des contrats que si vous ne le faites pas. Il y a des nouveaux marchés parce qu'avec cette transition durable, il y a des nouveaux services qui sont mis en place et c'est aussi des opportunités de croissance. Il y a les salariés. Les salariés aussi décident de choisir, lorsque vous êtes en recrutement, de choisir des entreprises qui font des efforts pour l'environnement. Bien sûr, vos clients partenaires, vos actionnaires, la maison mère et aussi la société civile en général. Mais ce qui est important, c'est qu'une grande entreprise, si vous prenez une entreprise comme Orange, elle va mettre en place, et elle a déjà mis en place une réglementation pour que lors de l'appel d'offres, dans la direction des achats, ils imposent aux fournisseurs d'avoir fait des bilans carbone, par exemple. Donc vous, quelle que soit votre taille, quand vous voulez travailler avec Orange ou si vous travaillez déjà avec Orange, il va falloir montrer patte blanche pour pouvoir continuer votre business as usual. Donc, en fait, tout l'écosystème des entreprises qui sont sous contrainte est sous contrainte. Donc, au final, quelle que soit sa taille, vous pouvez, moi, j'ai fait déjà au début, quand j'ai commencé à faire ce travail, j'ai fait des bilans carbone pour des sociétés qui avaient 0 salarié et qui avaient 23 indépendants qui travaillaient autour de cette société. Elle a fait son bilan carbone essentiellement pour des raisons de concurrence, puisque son principal concurrent développait toute une image autour du fait qu'ils étaient propres et qu'ils répondaient aux contraintes réglementaires du moment où on avait fait le bilan carbone. Alors, pourquoi une démarche de transition durable? J'ai une question, Samy. Aujourd'hui, cabinet Valumen, on a beaucoup de managers de transition qui ont leur propre société. Aujourd'hui, quelle démarche ces personnes doivent faire si vraiment elles veulent faire des missions au sein de grands groupes? Parce qu'aujourd'hui, un indépendant, un consultant indépendant, un freelance, a sa propre société, doit faire des démarches pour justement respecter cette réglementation ou respecter les achats, enfin l'engagement des grands groupes. En fait, les petites structures, pour l'instant, n'ont aucune contrainte ou presque aucune contrainte réglementaire. Donc, la première question qu'un chef d'entreprise TPE doit se poser, la question, c'est pourquoi il a envie de faire ça. Il ne va pas faire ça juste pour s'amuser. C'est qu'il a des contraintes. Soit c'est une contrainte déjà qui vient de la direction d'achat de ses clients. Là, il faut qu'ils s'adaptent et qu'ils mettent en place un certain nombre de démarches. On va voir tout à l'heure en 5 points comment agir pour avancer. Soit il y en a qui font ça purement, ils font du greenwashing, qu'on appelle du greenwashing, hein, c'est-à-dire qu'ils vont prendre leur site internet, ils vont le peindre en vert. Je pense que la principale étape numéro 1, c'est de se poser la question pourquoi est-ce qu'on fait ça? Là, j'ai cité des raisons pour lesquelles
on pourrait le faire. Hein. Ça peut être, vous avez du mal à recruter parce que vous êtes une boîte, vous cherchez des jeunes et beaucoup de jeunes, ils refusent d'aller dans des boîtes qui n'ont pas fait ce qu'il faut, en tout cas qui n'ont pas de rapport extra-financier. Donc, chaque entreprise doit sentir petit à petit les contraintes et quand elle sent ces contraintes-là, elle va mettre en place la démarche la plus adaptée. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Hein. Je Donc, t'en prie, Samy. Donc là, en s'alignant sur la réglementation climat, en réalisant une transition durable, alors pourquoi je mets ces deux points de manière séparée, c'est que aujourd'hui, même pour les financements, pour obtenir des financements pour faire une transition durable, le bilan carbone ne suffit plus. C'est-à-dire que c'est très important d'avoir une visibilité et une dynamique. Aujourd'hui, je fais un bilan carbone pour savoir où est-ce que j'en suis, mais demain, il faut que je définisse à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, quelle est la trajectoire que je veux suivre et quels sont les moyens que je vais mettre en place. C'est ça la transition durable. Et bien sûr, il faut publier quelles sont les performances qu'on a eues aujourd'hui et quelles sont les performances qu'on attend à avoir demain. Et si on fait ça, on améliore sa réputation, on améliore ses performances et on améliore son accès au marché. Si vous ne le faites pas, eh ben, vous risquez d'être exclu des contrats, des appels d'offres, des nouveaux projets, des financements publics et privés. On va voir un exemple tout à l'heure avec CNP Assurance. Vous risquez de perdre vos talents, vous risquez une dévaluation de votre entreprise, c'est-à-dire si vous avez des actifs qui sont aujourd'hui, si vous avez un chalet en montagne, eh ben, votre chalet, si c'est une passoire thermique, ben, sa valeur a diminué d'un certain pourcentage. Et bien sûr, vous aurez une forte dépendance par rapport aux énergies. Alors, si je prends ici, j'ai récupéré ce tableau de CNP Assurance, ce qu'on voit, c'est qu'ils excluent des pays, donc ils ne veulent pas travailler avec un certain nombre de pays, ils excluent des entreprises et ils excluent des fonds d'investissement. Donc, plus on avance, et on le voit bien dans la rédaction des rapports extra-financiers des entreprises, c'est qu'ils commencent à mettre en place des règles, des processus pour éliminer, pour éviter de travailler avec des fournisseurs, voire même des clients qui ne répondent pas aux normes environnementales du pays. Alors, c'est quoi une démarche de transition durable? Alors, d'un côté, l'objectif, c'est de limiter les évolutions du climat et de l'environnement et limiter la consommation des ressources, que ce soit en énergie ou en matières premières. Et l'idée principale, c'est de faire évoluer le modèle social et le modèle et process économique. Alors, un point que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que dans la réglementation européenne, qu'on appelle la taxonomie européenne, il ne s'agit pas seulement de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qu'ils appellent l'atténuation du changement climatique. Il faut aussi montrer qu'on est capable, qu'on a adapté sa société au changement climatique. Il y a bien sûr aussi les thèmes de pollution, les thèmes de protection et usage de l'eau, la gestion des déchets et du recyclage, et bien sûr la biodiversité. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je constate sur les rapports extra-financiers qui sortent de plus en plus, on parle de biodiversité. Là, je travaille avec une société, c'est une compagnie aérienne, et la biodiversité est un élément important pour eux, puisque dans les aéroports, il y a beaucoup de problématiques avec les oiseaux, avec les animaux, etc. Il y a une question de Dominique de Vèvre. Je pense que, je te la lis. Je pense que toutes nos missions de manager de transition doivent intégrer une démarche RS2E, responsabilité sociale d'entreprise et environnementale. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, je ne connaissais pas cette expression RS2E, mais why not? Je l'affiche. Merci à Dominique pour cette question. Oui, moi, à mon avis, aujourd'hui, que ce soit le manager de transition auprès de son client direct ou même que ce soit à Valumène, je pense qu'il faut inciter à mettre en place des actions pour déjà une prise de conscience, mais aussi pour apprendre et se former à des méthodologies pour aider vos clients à
s'adapter et à trouver la bonne trajectoire et la bonne transformation d'entreprise pour intégrer toutes ces contraintes. C'est comme le digital, quelque part. Aujourd'hui, un patron, un directeur opérationnel qui ne maîtrise pas le digital, c'est plutôt difficile. L'environnement, je pense que c'est encore plus large. Il faut vraiment être au courant de secteur par secteur. Je pense que chacun doit être au courant de la trajectoire du secteur pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et si on n'atteint pas la neutralité de 2050, on l'atteindra peut-être en 2100. En tout cas, on y va à marche forcée. Vous voyez bien tout ce qui se passe avec les panneaux photovoltaïques, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'investissements qui sont mis dans les innovations, qu'on essaye de trouver dans les ciments, des ciments qui se font à froid, qui absorbent du CO2, etc. Donc oui, moi je pense qu'il faut, dans l'émission, quand vous dites vous l'intégrer, c'est soit par anticipation, soit c'est le client qui va vous le demander. Absolument. Alors je vous donne un exemple. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce que beaucoup de chefs d'entreprise pensent que toute cette problématique, c'est des coûts, alors qu'en fait, il y a des opportunités énormes pour gagner des sous. Donc là, il s'agit d'une entreprise égyptienne qui est un des leaders de fabrication de cuir. Et en fait, ils ont fait une étude, un audit carbone et un audit énergétique. Et au final, le résultat de l'étude, c'est de dire ils ont des machines qui datent de 30 ans. Il fallait qu'ils les remplacent. Et en les remplaçant, ils faisaient énormément d'économies d'énergie. Et en plus, en remplaçant ces vieilles machines par des nouvelles machines, ils ont développé des nouveaux produits, notamment avec les déchets. Donc, ils améliorent le recyclage des déchets. Donc, c'est encore mieux pour leur bilan carbone. Et ce que je sais, c'est que par la suite, ils ont aussi installé des panneaux photovoltaïques pour améliorer le mix énergétique de l'entreprise. Donc, une fois qu'ils ont fini l'étude, la Baird a financé à hauteur de 5 millions de dollars un investissement avec un amortissement prévisionnel de 2 ans. Donc, très vite, ils ont pu économiser suffisamment dans les énergies pour pouvoir rembourser l'emprunt. Et au final, ils se retrouvent avec une usine avec des lignes de production flambant neuves qui leur permettent d'être sur le marché, d'être concurrentiels. Donc, tu es en train de dire qu'il faut tout le temps financer pour atteindre cette démarche de transition durable. Ce que je dis, le chef d'entreprise, il doit regarder cette transformation, cette transition comme aussi et surtout une opportunité de prendre des parts de marché, d'innover et d'être aussi contributeur à l'atténuation du changement climatique, ce qui est aussi une bonne chose. Mais d'abord, il y a aussi une affaire de business derrière. C'est pas que de l'idéologie et de l'obligation réglementaire. Bon, alors, que faire en 5 points? Alors, le premier point, c'est il faut se connaître. Il faut connaître son entreprise et, j'ai envie de dire, il faut connaître son écosystème, toute sa chaîne de valeur. Donc, que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, sur les scopes 1, 2 et 3, bien sûr, que ce soit en termes d'approvisionnement et de consommation en ressources, mais pas que l'énergie, les matières premières. Il faut connaître ses actifs et essayer d'identifier et les auditer pour savoir s'ils sont à risque ou non. Dans les actifs, il y a l'immobilier, il y a les machines, il y a les investissements. Aujourd'hui, les fonds d'investissement, enfin aujourd'hui, depuis 2 ans déjà, les fonds d'investissement, tout est fait pour les orienter vers des actifs propres. Donc, petit à petit, on les classe, les fonds d'investissement. Il y a la classe 6, la classe 8 et la classe 9. Et donc, petit à petit, pour ceux qui n'ont pas pris le chemin en route, ils vont se retrouver sans financement. Alors, le cycle de vie des produits, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Pour chacun de ces produits, vous le voyez bien à la SNCF quand vous achetez un billet. Aujourd'hui, vous avez la consommation carbone pour votre voyage. Quand vous avez votre facture Orange, ou Free, en tout cas, je suis sûr, Orange, je ne sais pas, mais vous avez la consommation
l'émission de CO2 pour ce service-là. Et enfin, il faut connaître la trajectoire net zéro de son secteur. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que vous faites partie d'un secteur et c'est tous ensemble que vous allez atteindre une trajectoire. Alors, ensuite, oui, vous avez raison, on va y arriver. Bon, je réponds à Audrey, effectivement. Il faut connaître tous les participants de sa chaîne de valeur, tout l'écosystème. En général, on s'intéresse surtout aux fournisseurs parce qu'on peut les comparer justement par les empreintes carbone des produits, mais aussi des clients et aussi tout l'écosystème. Alors, construire son plan d'action, c'est établir des engagements de la direction et des engagements de performance. C'est des performances, c'est l'amélioration des émissions à gaz à effet de serre, c'est des engagements en termes de sobriété et de mix énergétique, c'est des engagements en termes de capture, de stockage, d'élimination, de compensation de GES, et bien sûr, en tant que chef d'entreprise, des engagements en termes de retour sur investissement. Il faut aussi avoir une très forte gestion des risques, savoir quels sont les risques qui entourent l'activité de l'entreprise. Et tout ça, bien sûr, à l'horizon 2050, puisque c'est la cible que nous impose la réglementation européenne. Alors, une fois qu'on a fait sa stratégie de décarbonation, il faut l'aligner avec la stratégie globale de l'entreprise et les moyens de l'entreprise. Alors, lorsqu'on a fait toute la partie conception et réflexion, il faut mettre en place. Donc, pour mettre en place, il faut avoir une gouvernance adaptée au projet. Il faut assurer l'engagement et la formation des équipes de la direction générale et des fournisseurs. Et il faut assurer le déploiement opérationnel. Et en dernier point, lorsqu'on a fait tout ça, il faut régulièrement évaluer. C'est bien de certifier. Alors, les certifications, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je sors des certifications 14001, ISO, etc. Mais il y a des certifications qui se mettent en place pour la partie carbone. Et il faut communiquer et bien communiquer sur ces résultats, sur ce qu'on fait, sur tous les éléments de l'ESG, donc c'est environnement social et gouvernance. J'ai une question, Samy. Quand une entreprise, tu disais tout à l'heure, bien connaître son entreprise, aujourd'hui, quand une entreprise veut racheter une autre entreprise pour s'agrandir, pour accroître ses activités ou changer d'activité, quelle démarche l'entreprise ou le chef d'entreprise doit faire vis-à-vis de l'entreprise dans laquelle il le rachète? Est-ce qu'il doit faire cette même démarche ou il attend qu'avant même le rachat, que la démarche soit faite? Alors, je peux vous dire que je connais beaucoup de gens qui travaillent dans les grands fonds d'investissement et ils ont des équipes dédiées pour, dès le départ, avant d'acheter, d'être sûr d'auditer leur bilan carbone, leur feuille de route de décarbonation. Pour moi, c'est un travail indispensable à faire, effectivement, avant d'acheter une structure. Elle peut, si vous l'achetez sans regarder, elle peut plomber votre bilan carbone en 2 ans. On va répondre à la question de Sylvie. Existe-t-il par secteur d'activité des instances d'échange de bonnes pratiques ou de mise en commun de ressources, connaissances, innovations en matière d'environnement pour faciliter, accélérer la décarbonation? Alors, il existe énormément d'instances et qui essayent petit à petit d'apporter des réponses secteur par secteur. Si je vous donne un exemple, vous avez par exemple le SBTI qui valide les objectifs, alors qui donne des objectifs par secteur et qui vous donne une certification de votre trajectoire entreprise. C'est-à-dire vous lui envoyez un certain nombre de documents et il vous donne une certification qui a de la valeur aujourd'hui, qui commence à avoir de la valeur.
vous allez à l'ADEME, l'ADEME a commencé à mettre en place un certain nombre de scénarios par secteur d'activité. Il y a une méthodologie qui s'appelle ACT, Assess Low Carbon Transition, qui a une douzaine de secteurs d'activité dans lesquels elle donne des informations assez détaillées. Moi, aujourd'hui, dans mes missions de conseil, j'ai réussi à faire quatre fiches pour sortir les éléments importants à auditer et à surveiller dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'aviation, dans le domaine de l'assurance, etc., de construction, par exemple. Donc, ça se trouve, il faut, quand vous êtes dans un secteur, en cherchant, en discutant avec les gens, petit à petit, on arrive à monter une base de données intéressante sur le sujet. J'ai une autre question de Pierre, Samy. Merci pour ta réponse. Quelle est la durée optimale, ambitieuse mais réaliste, pour exécuter cette transition durable? La durée approximative, optimale. Là, il n'y a pas de réponse, là, Pierre, parce que, en fait, j'ai envie de dire, la transition durable, elle va durer 100 ans, 200 ans. C'est-à-dire qu'il y a un effort à faire en permanence. Le carbone, si on l'émet, il va rester dans la planète et on n'a pas encore de solution d'absorption et de destruction du carbone. Bon, si ça arrive, le problème changera. Mais aujourd'hui, quand vous dites transition durable pour qui? Pour l'entreprise, pour un secteur ou pour la planète? Si c'est pour une entreprise, l'entreprise, elle peut faire sa transition durable. Elle n'a peut-être pas besoin de transition durable. Il y a des sociétés qui sont net carbone, net zéro carbone déjà. Donc, si vous êtes une société polluante en chimie et que vous jetez vos déchets dans le lac, etc., votre transition, elle va durer longtemps. Donc, la question est un peu plus compliquée que telle que vous l'avez présentée, en fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il existe des solutions pour vraiment décarboner à 100%, même si c'est infaisable? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Lafarge et Holcim, etc., ils travaillent beaucoup pour essayer d'identifier des ciments qui… parce que le ciment, quand vous fabriquez du ciment, le ciment, il reste dans les murs et en général, une habitation, c'est 50 ans, 100 ans, ça reste longtemps le ciment. Donc, aujourd'hui, le ciment, il absorbe du CO2. Donc, ils essayent d'améliorer la qualité du ciment. Dans le processus de fabrication pour éviter de le faire à chaud. S'ils le font à froid, ils vont économiser beaucoup d'énergie et donc beaucoup d'émissions de CO2. Et deux, aussi dans le cycle de vie, puisque à ce moment-là, s'il absorbe beaucoup plus de CO2, on y gagne. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont faits là-dedans. Je ne les connais pas tous, mais il y a beaucoup d'argent qui est mis pour essayer de trouver des solutions d'absorption du carbone. Même si à côté, on fait beaucoup de choses un peu, on essaye de les stocker dans des mines, dans des anciennes mines. Bon, tout le monde essaie de trouver une solution. Alors, merci, Samy. Non, on va revenir sur ces sujets-là après. Alors, juste pour vous donner en France, la BPI, si vous voulez juste faire un bilan carbone, la BPI vous finance l'entreprise. Si votre bilan carbone coûte 10 000 euros, la BPI vous finance 6 000 euros, je crois, 60%. Si vous voulez faire une feuille de route de décarbonation sur la base de la méthodologie ACT pas à pas, une méthodologie développée par l'ADEME et par un organisme CDP, un organisme anglais. Là, pour un budget de 30 000 euros, il vous finance 80%. 80%. Donc ça, c'est pas négligeable. Ouais, c'est pas négligeable. Donc en fait, vous pouvez avoir pour un moindre frais aujourd'hui une première idée d'abord de votre situation carbone, mais aussi une démarche qui est à la fois une démarche qui va créer de l'engagement au sein de l'entreprise, parce que les projets ACT, ça dure 6 mois avec un consultant qui doit être régulièrement
au sein de l'entreprise. Donc, il y a une démarche qui permet à la direction générale d'avoir une vision stratégique de cette problématique-là ou de cette opportunité et un petit peu de change management. Et tout ça à un prix assez raisonnable, je trouve. Moi, j'ai une question. Des jeunes entrepreneurs reprennent des sociétés, petites, moyennes. Aujourd'hui, si ces sociétés de type PMI ou qui n'ont pas fait ce bilan, est-ce que le repreneur est en droit de demander avant de reprendre l'entreprise? Ou alors, est-ce que c'est une obligation ou pas aujourd'hui? Non, légalement, il n'y a pas d'obligation légalement, mais c'est l'entrepreneur, c'est à lui de gérer son risque. Hein, et il a intérêt à demander l'acquéreur a intérêt à demander au vendeur d'abord de lui montrer ce qu'il a fait en termes de bilan carbone ou d'en faire un lui-même. D'accord. Il y a une question de Jean-Paul. Je vais l'afficher pour tout le monde. Que penses-tu des démarches de compensation carbone? Il prend un exemple, la participation à des projets de plantation d'arbres, et peuvent-elles être prises en compte dans le calcul de cette… Alors, moi, il y a deux choses. Un, l'objectif de net zéro carbone de l'Europe en 2050, il inclut deux choses. Il inclut une baisse des émissions de CO2. Quand je dis CO2, c'est de gaz à effet de serre, pas que de CO2. Et une augmentation de la capture des gaz à effet de serre. Mais grosso modo, c'est très peu, c'est incomparable à la partie absorption par rapport à la partie émission. En tout cas, aujourd'hui, tous les organismes font bien la distinction entre les projets réels de capture de CO2 et tout ce qui est compensation. Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'en ai rencontré, qui sont en Afrique et qui ont des forêts énormes et qui essayent de vendre des certificats pour amener aux autres. La compensation est indispensable. Elle est indispensable parce qu'il y a des grosses entreprises qui ne pourront jamais arriver à baisser leur émission de carbone suffisamment. Et donc, elles sont obligées de s'appuyer sur d'autres structures qui sont beaucoup plus vertueuses que le temps d'arriver à faire des transformations importantes. Donc, les projets de plantation d'arbres, oui, elles sont prises en compte, mais je crois qu'on fait beaucoup de… comment dire, on fait beaucoup de bruit autour de ça et je ne suis pas sûr que ça aide beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de certifications qui séparent clairement la partie réduction des émissions et la partie projet de plantation d'arbres. C'est-à-dire que même si ça compense, ils demandent absolument de les montrer les deux et que si vous ne baissez pas vos émissions de carbone, eh ben, vous avez une mauvaise note. Voilà, c'est pas… Moi, j'ai quelque chose qui me vient en tête, Samy, c'est dans la grande distribution. Nous, consommateurs, tous, autant que nous sommes, on consomme toute l'année des bananes, des tomates. Et en fait, on devrait consommer des fruits de saison ou des légumes de saison. Comment la grande distribution fait pour justement respecter cette réglementation aujourd'hui? Ça peut être un petit distributeur comme un gros distributeur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on consomme quasiment tous les fruits et légumes à longueur d'année. Là, on rentre sur des aspects personnels, je pense, et éthiques. En tout cas, ça rejoint une discussion qu'on avait eue ce matin avec Shirley. Hein. Elle parlait des roses qui étaient fabriquées en Norvège sous des serres. En fait, comme je l'ai mis dans un des premiers slides, si on change nos modes de consommation, on aidera beaucoup à cette transition durable. Et en effet, moi, quand j'étais gamin,
maîtrisait bien la saison avec les fruits et légumes. C'est ça. Aujourd'hui, mes enfants, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, une saison, à part la plage et l'été, les vacances. Mais donc, si par exemple, on se limitait à manger des tomates à la saison des tomates, eh ben, il n'y aurait plus de tomates à effet de serre. Hein. Mais bon, ça veut dire que les agriculteurs qui font des tomates sous serre, eh ben, il va falloir qu'ils trouvent un autre job ou une autre activité. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Si on arrêtait tous d'utiliser la voiture, ben, Total n'aurait peut-être plus le même impact sur l'environnement. Donc, à nous, en tout cas à nous, chaque individu, en tant que consommateur, on peut faire changer les choses. Mais je crois qu'il y avait une étude qui a été faite, il faudrait que je la retrouve, qui dit que oui, si les consommateurs se mettent vraiment à faire ce qu'il faut, bah, ça aiderait peut-être à hauteur de 20% la problématique, mais pas plus. Hein. Oui, je prends l'exemple, enfin, pour tout individu, si on veut partir en vacances à l'étranger, on prend l'avion ou on prend sa voiture. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec ce que nous avons subi avec le Covid, il y a moins de vols d'avion, mais il y a toujours cette notion, je prends l'avion, je peux prendre les transports maritimes également. Comment ces compagnies respectent en même temps, en termes commerciaux, il faut qu'elles puissent continuer à vivre, à transporter des personnes, mais comment elles peuvent agir sur cette décarbonation? Alors, le secteur de l'aviation, il faut séparer deux choses. Il faut séparer les fabricants d'avions, les énergéticiens et les compagnies aériennes. Parce que la compagnie aérienne, elle n'a pas beaucoup de choix, elle va acheter des avions qui sont tous quasiment les mêmes. Et donc, c'est à Airbus, à Boeing de faire des avions qui soient propres, et c'est aux énergéticiens de trouver le bon carburant pour les alimenter. Par contre, une compagnie aérienne, elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut, par exemple, optimiser le poids, optimiser d'abord le poids qu'elle met dans l'avion. Et il y en a beaucoup qui pensent à enlever tout ce qui est catering, etc. Il faut qu'elle optimise, et ça, je trouve c'est très intéressant, c'est qu'il faut qu'elle sache exactement le poids de l'avion pour lui donner la quantité exacte d'essence. Il ne faut pas qu'elle mette trop d'essence par rapport au poids. Et un autre point encore qui est aussi assez intéressant, c'est le roulage. C'est entre l'approche de l'avion et l'arrivée à son point d'arrêt. Là aussi, il y a beaucoup d'optimisation à faire pour qu'il consomme moins de carburant. Alors, la gestion du trafic, en tout cas, le volume de trafic, a priori, oui, c'est des businessmen. S'il y a du trafic, ils ne vont pas l'arrêter. Et les prévisions, c'est que quand même que le trafic aérien va augmenter. Hein. Il n'est pas du tout en baisse. Ben, on voit également enfin moi je le vois, c'est sur le trafic maritime. Les armateurs, les compagnies de porte-conteneurs sont en plein boom aujourd'hui. Oui, oui. Et puis, bon, il faut dire ce qui est, c'est assez polluant, puisque c'est du pétrole brut qui est consommé. Donc là, je vois mal aujourd'hui, à moins qu'ils changent et se mettent des voiles, marcher avec des voiles, etc., comme un voilier. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup de solutions pour agir vite sur la planète. Il y a beaucoup de solutions qui sont en train d'être regardées pour qu'il n'y ait pas de moteur, pour qu'on utilise le vent, il y en a même qui ont lancé des solutions avec des kitesurf pour tirer des tankers, etc. Donc, bon, en fait sur chaque comment dire, sur chaque secteur d'activité, il y a une spécificité, il y a de l'innovation, il y a des solutions qu'il faut. En fait, en général, les bilans carbone et ces stratégies de décarbonation, elles devraient être faites en binôme avec des experts métiers du secteur dans lequel on est. C'est comme ça que c'est le plus efficace, parce que il faut connaître la chaîne de valeur, il faut connaître l'écosystème, il faut connaître l'innovation, quels sont les nouveaux produits. Et ça, de plus en plus, les gens qui font des bilans carbone ne peuvent plus être généralistes, en fait.
Faut quand même aller assez vite parce qu'aujourd'hui, je sais que toutes ces solutions pour les gros paquebots, les gros bateaux sont en phase d'expérimentation. Les idées sont très bonnes, mais vraiment, on va dire, passer la sixième vitesse, si je peux m'exprimer ainsi, pour vraiment passer de l'autre côté. Bah oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des efforts. C'est pour ça que la réglementation est de plus en plus dure pour pousser les entreprises pour les entreprises à modifier leur mode de gestion d'entreprise. Exactement. Il y a une réponse, une question de Audrey. Merci Audrey. Il va falloir accepter que certains business disparaissent, tandis que d'autres vont apparaître. Un monde nouveau à inventer, avec comme paradigme, plus seulement la rentabilité financière, mais également l'impact environnemental. Donc il va falloir bouger les lignes, effectivement. Mais effectivement, comme tout le monde de l'environnement, il y a des business qui apparaissent, de nouveaux business, il y a des business qui disparaissent, mais là, il y en a certains qui doivent disparaître un peu forcés. Moi, ma seule remarque par rapport à ça, je veux juste dire que on peut associer les deux. Il n'y a pas de raison pour lesquelles on n'associe pas la partie financière et business as usual et baisser les émissions de carbone. Hein. On peut très bien vivre avec la planète en étant entrepreneur, en gagnant de l'argent et en étant dynamique et volontaire. Là, derrière, c'est juste qu'il faut changer un petit peu les règles de consommation et puis on va y arriver. Ouais, C'est juste comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, est-ce qu'il y a, je ne sais pas si les participants, ils peuvent poser des questions, ils doivent poser des questions sur le chat ou ils peuvent intervenir oralement? non, ils ne peuvent pas intervenir oralement, Samy. Okay. Donc, c'est des questions sur le chat. Moi, j'avais une question sur les data centers. Aujourd'hui, on utilise tous quasiment un PC, une tablette, un téléphone, avec des données qui sont stockées on ne sait où, soit personnellement, soit surtout dans ce qu'on appelle le cloud ou dans d'autres environnements. Google est un exemple flagrant où il y a des milliards et des milliards de données qui sont véhiculées chaque seconde. Aujourd'hui, décarboner des data centers, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est... comment le décarboner, ces centres de données? Un exemple très simple, hein, c'est un des problèmes des data centers, c'est la chaleur. C'est qu'ils chauffent beaucoup, c'est de mettre une piscine au-dessus. C'est ce qu'on a fait à Paris. Il y a je ne sais plus quelle piscine, il y a une piscine où il y a un data center en dessous. Donc ça permet à la piscine d'être chauffée et à refroidir les data centers. Oui, où on peut utiliser cette chaleur pour chauffer les appartements également, véhiculer. Je pense que chaque secteur d'activité, j'aurais trouvé intéressant, je ne sais pas, chez Valumen, dans quel secteur d'activité vous êtes, ça aurait été intéressant d'avoir des réactions des personnes qui sont présentes sur les secteurs d'activité sur lesquels ils travaillent et savoir un petit peu quels sont. Est-ce que tout le monde bouge? Est-ce que vos clients bougent là-dessus? Est-ce qu'ils ne bougent pas? Est-ce que c'est pour eux un problème qui n'est pas urgent? Oui, connaître les Aujourd'hui, on travaille avec des grands groupes, pour te répondre, Samy, effectivement, dans différents secteurs d'activité. On travaille avec des grands groupes, avec des ETI, avec des PME, des startups. Les grands groupes, comme tu disais au départ, ils sont engagés dans cette démarche. Les ETI également. Et quel que soit le secteur industriel ou le secteur d'activité dans lequel on travaille. Mais je ne sais pas, aujourd'hui, je ne sais pas te répondre directement où ils en sont de leur démarche. Parce que chacun, comme tu disais, est propre à sa propre démarche. Il y a une question de Christine Bizot. Je vais l'afficher. Que pensez-vous des certifications RSE ou labels type EcoVadis, label engagé responsable?
Bicorp, Lucie, et lequel recommanderiez-vous? Lucie, je ne connais pas. Bicorp et Covadis, je connais. J'ai rencontré à un moment donné, j'ai fait une très grosse mission en Haute-Savoie où j'ai rencontré une quarantaine de patrons d'entreprises dans la métallurgie et la plupart étaient Ecovadis. Donc c'était un label qui avance bien. Moi, le sentiment que j'ai, parce que je n'ai pas pratiqué Ecovadis, c'est que Ecovadis, ils sont très autour de ISO 14001. Enfin, je ne peux pas vous dire Ecovadis parce que je sais que c'est utilisé. Je ne sais pas dans le fond si ça répond à la réglementation d'aujourd'hui. Moi, ce que j'ai envie de dire, ça dépend quel est le besoin que vous avez d'être certifié. D'abord, aujourd'hui, il n'y a pas de certification, comment dire, internationale, voire nationale, qui est reconnue par. Voilà, c'est des certifications qui existent, à part les normes ISO. Bon. Donc la question, c'est pourquoi vous faites ça? Moi, aujourd'hui, si vous avez un client qui veut valider votre business plan carbone, si je prends le SBTI, c'est très important que vous n'ayez pas mis une trajectoire de décarbonation farfelue. Donc, SBTI, il va vous demander un dossier et il va vous dire à la fin, est-ce que c'est raisonnable ce que vous avez proposé comme trajectoire et comme moyen que vous avez mis autour. Voilà. Maintenant, est-ce que SBTI va servir à quoi, à qui, et qui est-ce qu'il reconnaît? C'est un autre sujet. ACT fait, il y a un ACT pas à pas, et puis il y a un ACT évaluation, il donne une note. C'est un organisme franco-britannique qui donne une note. Alors, quelle est la valeur de la note de ACP évaluation? Alors, Bicorp aussi, Bicorp est une marque, une certification qui est très, très répandue. Les grosses boîtes ont mis en place leur certification Bicorp. En fait, chaque entreprise choisit son organisme. Ça veut dire que si vous avez L'Oréal et vous êtes fournisseur de L'Oréal et L'Oréal, il dit L'Oréal va vous dire montrez-moi votre certification Bicorp, vous allez la faire. Dans le bâtiment, il y a énormément d'outils qui sont utilisés pour faire des évaluations. C'est-à-dire qu'avant même la certification, il faut que vous expliquiez comment vous avez fait votre audit énergétique de tel bâtiment. Donc, il y a des outils qui sont LIM, qui existent sur le marché, qui commencent à avoir une réputation d'outils efficaces et justes pour vous donner une valeur de votre bilan énergétique ou votre bilan carbone. Donc, votre question, je l'ai entendue plusieurs fois, elle est très intéressante, sauf que je pense que la réponse est compliquée. Alors, Jean-Paul, il dit les bilans énergétiques sont également un bon levier pour réduire ou bien exploiter à bon escient les énergies dans les entreprises. Oui, bien sûr. Ça, c'est systématique. Vous avez à la fois le bilan carbone et le bilan énergétique. Parce que le bilan énergétique, ça vous permet de gagner des sous si vous réduisez votre consommation et ça vous réduit votre bilan carbone. C'est deux en un. Ça, et en plus, si vous utilisez des panneaux solaires, c'est-à-dire vous mettez en place sur votre toit des panneaux solaires, ça vous diminue votre facture électrique et ça vous diminue votre bilan carbone. Donc la dualité bilan carbone et bilan énergétique sont indispensables pour moi quand vous faites un bilan carbone. Merci Samy, on va peut-être prendre une dernière question. Ou est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? On arrive à notre heure d'échange et de débat. Bon, moi, aujourd'hui, vas-y. Non, mais j'aurais bien aimé avoir des retours sur comment ça se passe dans les différentes industries, que je connais pas toutes les industries, donc ça m'aurait intéressé d'avoir des réactions de… Aujourd'hui, tu es surtout engagé avec des compagnies d'assurance, tout type de société. Immobilier, bâtiment, construction,
assurance, sport et compagnie aérienne. D'accord. Donc, c'est chacune est engagée de façon différente. Ouais. Et les sujets ne sont pas les mêmes, hein, c'est clair. Et par exemple, les villes et les communes, les collectivités sont soumis à cette réglementation? Oui, oui, Je pense bien sûr. à l'éclairage public, à tout cet environnement. Oui, oui, tout le monde travaille dessus. Ça peut pas être la moitié de la population du travail. Les collectivités locales, tout ça, ça va travailler dessus sérieusement. Ouais. Non, c'est les piscines. Ouais, à côté de des bilans carbone et des stratégies de décarbonation, je travaille sur des centrales solaires urbaines où on essaye d'aider les villes à gagner en souveraineté, à faire des business models intéressants, etc. Oui, oui, les outils de calcul. Alors, quand vous dites de calcul d'émissions, c'est soit de calcul des facteurs d'émissions. Les facteurs d'émissions, c'est assez international. Les GHG, protocole, ADEME, tout ça, c'est des gens qui échangent entre eux. Donc, ça évolue tout le temps. C'est-à-dire qu'on affine. Donc, le bilan carbone, il y a 2 outils qui sont reconnus mondialement. C'est le bilan carbone. Vous allez chercher Institut de la formation du carbone, donc ils ont cet outil bilan carbone. Et vous avez l'outil du GHG Protocol, c'est une boîte anglaise. C'est les 2 outils qui permettent de calculer sur la base de facteurs d'émission. Mais quand vous faites un bilan carbone, vous avez 3 manières d'évaluer l'émission d'une activité. C'est soit vous avez des facteurs d'émission, c'est-à-dire que vous savez, par exemple, que vous produisez tant de kilowattheures et vous savez qu'un kilowattheure d'électricité, c'est tant de CO2. Vous avez aussi ce qu'ils appellent les coefficients économiques. On se base sur la facture et sur le type de service et ça nous donne une évaluation grossière des émissions carbone. D'ailleurs, en général, quand vous faites un bilan carbone, vous êtes obligé de faire une évaluation de l'incertitude. Donc, il y a des bilans carbone qui sont faits avec des incertitudes de 180%. Il y en a d'autres qui sont faits avec 20%. Donc, chaque facteur d'émission a sa propre incertitude. Alors, énormément d'indicateurs. On va prendre une dernière question et puis on va terminer là. Énorme manque d'indicateurs pour la fixation volontaire d'objectifs ESG et leurs mesures, au-delà des sources peu accessibles, consultant fusion-acquisition par exemple. Quelles sont ou pourraient être prochainement les sources ouvertes d'indicateurs standards par secteur d'activité? Je n'ai pas compris de quel indicateur vous parlez. Énorme manque d'indicateurs pour la fixation volontaire. Il n'y a pas de fixation, enfin la fixation volontaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, si c'est l'objectif, donc la trajectoire, un objectif c'est une trajectoire, donc cette trajectoire dans le temps, ces objectifs dans le temps, c'est la trajectoire, vous allez à SBTI et il vous donne, vous allez trouver la trajectoire du secteur d'activité et après vous allez construire votre propre trajectoire qui doit s'aligner avec la trajectoire du secteur. Je suis pas sûr j'espère avoir compris la question. Mais je suis pas sûr. C'est vrai que... En tout cas, merci beaucoup, Samy, pour ton intervention et également merci à tous les participants de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Aujourd'hui, bon, nous avons démarré avec 4-5 minutes de retard avec un petit problème technique, mais qui a été résolu rapidement. Je vous remercie à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore à Samy et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire par Bible Human. À bientôt. Au revoir.